Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'after, c'est parti comme tous les lundis, after spécial PSG Real évidemment, c'est demain le 8e de finale retour de Ligue des Champions, journée spéciale sur RMC, on va tout vous dire avec notamment l'avis tranché de Fred Hermel sur le Real, l'avis tranché de Pierre Ducrot sur le PSG, Pierre qui est avec nous, salut. Salut Jean-Louis, bonsoir à tous messieurs. Il est de retour après un mois de vacances, il était de retour hier mais il est de retour un lundi, Daniel Riolo, salut Daniel. Salut les amis, c'est sûr que j'aurais adoré que ça dure un mois. Ah ça va durer un mois? Non. Comme quoi quand tu pars, ça paraît une éternité. C'est ça, je te manque trop. C'est incroyable. Ah, c'était rapport au bronzage. 8 jours. Ah, 8 jours seulement? Et ouais. Alors. Il y en a, ils partent en vacances, ils veulent rester sous le parasol, ils font ce qu'ils veulent. Chacun voit la vie comme il a envie. Magnifique. Toujours ces leçons de vie que Daniel nous distille régulièrement, c'est magnifique. Alors, je disais. Tu fais ce que tu veux en vacances, je te donne pas une leçon, je te dis tu fais ce que tu veux. Oui, c'est quand même formidable ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. J'ai l'habitude que tu donnes des leçons. Mais non, mais pas du tout. Avis tranché de Pierre sur PSG Real. Avis tranché de Daniel Riolo sur les sales cons. Vous comprendrez. Bon, si vous avez écouté l'after hier, vous avez déjà compris. Les questions de l'after consacrées à Lyon, notamment supporters lyonnais. Restez avec nous pour entendre ça. Et puis à partir de 23h, les drôles de dames, évidemment, comme tous les lundis, l'actu internationale, l'actu européenne. Mais messieurs, nous avons une guest star avec nous pour commencer cet after. Jeannot Rességuier est avec nous. Bonsoir Salut Jeannot. tout le monde. Bon Jeannot qui est là parce qu'il fête aujourd'hui ses 30 ans à RMC. Donc bon anniversaire Jeannot. Merci beaucoup. Je te le redis. Bon anniversaire Après Jeannot. Team Dugas. C'est beau. On a un petit, pour ceux qui évidemment, j'allais dire des coups Jeannot Rességuier, non. Pour ceux qui ont vibré. C'est compliqué. Là, le mec, faut qu'il se réveille de. Pour ceux qui ont vibré avec glace. Jeannot Rességuier, on vous refait plaisir avec un petit medley de ses meilleurs commentaires et puis de ces petites sorties de route. Il y en a eu quelques-unes, assez peu quand même. Ribéry tout seul, Ribéry qui va projeter, Ribéry qui va égaliser. Ribéry, Griezmann, Griezmann qui libère l'équipe de France. Centre du pied gauche pour Giroud. L'AS Monaco réalise un authentique exploit en se qualifiant face au Real Madrid. 3-1. Zidane face à Buffon. Zidane qui aura pas d'élan, la frappe, la balle est carte. Il est accordé à Zinedine Zidane. Penalty. Non. Thiago Silva. Thiago Silva de la tête. Attention, quelqu'un. Ribéry, le ballon et le but de l'équipe de France. Il est signé Florent Malouda. Et le but, le but de Sakho sur la frappe de Ribéry. Mamadou Sakho. Et voilà les souvenirs de Jeannot qui commente les matchs. Il n'y a pas de route. Le plus grand nombre d'extraits qu'on entend, c'est avec l'équipe de France. C'est parce que c'est ça tes plus grands moments? Oui, mais parce qu'on a récupéré pas mal de moments justement de l'équipe de France, du parcours. Oui, mais est-ce que c'est ça qui, toi, qui a débuté en 1999. Oui, puis c'est ce qui marque quand même les esprits aussi, qui guide ma carrière à partir du moment où je suis l'équipe de France. Mais il y a des moments importants autour du PSG, de Monaco, qu'on a entendu avec le fameux exploit face au Real Madrid. Des matchs un peu particuliers aussi. Je me rappelle du 3-0 de Toulouse face à Bordeaux, le fameux tour préliminaire de Ligue des Champions, où dans l'after, il y avait Eli Bob qui m'avait plus ou moins capturé et qui voulait me passer sous la douche. Je me rappelle de ce dialogue qu'il y avait eu avec Gilbert Bribois à l'époque au téléphone. Ouais, mais c'est vrai que c'est ce qui marque le plus l'esprit des gens. En tout cas, quand je croise des gens et avec qui j'en parle, voilà, c'est l'équipe de France, quoi. Alors moi j'ai une question, Jeannot, puisqu'on est dans l'after. Quel est ton rapport à l'after? Parce que finalement, toi tu commentes les matchs. On l'a tellement fait chier.
Alors voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Là-dessus, hein, parce que lui, il était sur le terrain et nous, on était derrière Pénard. Donc lui, sur le terrain, il a dû en entendre. Mon rapport à l'after, c'est une émission qui m'a toujours intéressé. Elle n'était pas là au début quand tu commentais. Non, à l'époque, c'était l'intégral foot et qui suivait avec de longs débats. Il y avait à l'époque, je me rappelle, Alexandre Delperrier, puis après, il y a Gilbert qui a pris la suite. Il y avait au départ François Pesanti, Christophe Cessieux, qui démarraient justement les discussions d'après-match. On en parlait tout à l'heure hors antenne avec François Pesanti sur une idée d'Alain Veil. Et c'est vrai que le rapport avec l'after, c'est le côté débat, instantané, polémique. Je vais coller des pansements avant de me faire déglinguer par les acteurs du foot. Hyper tendu avec Daniel, quoi. Voilà, ouais. Je me rappelle je sais que dans les extraits qui ont été diffusés sur le site RMC Sport aujourd'hui, il y a un extrait où à un moment donné, je dis, de toute façon, j'ai pas de ton avis, donc c'est pas la peine qu'on discute 3 heures. Ça servait à rien, quoi. Et un soir, d'ailleurs, c'était toi qui présentais, on était au Parc des Princes et à un moment donné, je lui dis, c'est bizarre, je m'attendais à ce que tu viennes m'attaquer sur ce terrain-là, sur les questions que tu poses aux journalistes, où tu as l'impression que parfois tu poses pas les bonnes questions. Que tu poses aux joueurs. Tu poses les questions que tu poses aux joueurs avec des journalistes à côté. Et donc, quand tu prends la parole et que tu décides de poser une question, tu sais que tu vas emmerder au moins les 3/4 des journalistes qui sont à côté de toi. Et donc, du coup, tu fais ce que tu peux et tu essaies justement de rester un peu dans le direct, dans le côté événementiel de la situation d'après-match, quoi, que l'on n'a pas dans n'importe quelle autre radio. Quoi, voilà. Puisqu'on n'a pas de compté le nombre de matchs. Ouais, 1489e de mars. J'étais sûr que tu comptais, t'es tellement dans le détail. On t'a dit en plus aujourd'hui. On m'a demandé de compter, très honnêtement, à partir du nouveau RMC 2001, c'était beaucoup plus simple. Je savais que je montais à Paris, je savais que j'allais commenter le foot et que ça allait se passer comme ça. Avant, à partir de 88, les matchs du TFC que je commentais à domicile, puis après, je suis passé à Bordeaux, Montpellier, commencé par les matchs du TFC, Marseille, ça et t'as réussi à retrouver tous les matchs que t'as commentés. Ouais, petit à petit. Alors, je suis allé à Jeannot, vu le nombre de petits cahiers qu'il a. Vu le nombre de petites notes qu'il a, j'étais sûr qu'il avait le chiffre en tête. Quasiment. Combien t'en as des petits cahiers avec les notes sur les mecs et tout là? Une centaine. Il a des beau, blocs. parce que moi, tu me demandes les matchs que j'ai commentés il y a 3 ans, non, mais si tu commentes comme il fait et que c'est vraiment moi j'ai commenté beaucoup de matchs, mais c'était pas principalement ce que je faisais. Ouais. Donc, mais lui, c'est toujours ce qu'il y a. Si t'as pas des notes comme il a. Ouais. C'est normal d'avoir tous ces cahiers avec ces machins dedans, ces notes, ces archives, ces trucs. Sur l'équipe de France, tu peux faire une bibliothèque. Tu fais. Mais alors, Jeannot, il a raconté quand c'était un peu tendu parfois. Enfin, j'ai écrit un bouquin avec 3 bouquins avec Larquet sur justement la passion qu'il y avait. Un bouquin sur toi? Non. Jamais. Non, ça t'intéresse pas? Si, peut-être un jour, je sais pas. Mais parce qu'il y a quelques anecdotes, je pense. Ouais, il y a des choses croustillantes qui peuvent être racontées. Et Daniel, t'as pas une engueulade toi en tête? Franchement, un moment tendu ou avec Jeannot, non? Non, mais moi, tu peux pas qu'avec lui. Tu peux me demander, même avec Fred et tout, j'ai beaucoup de mal à me souvenir de ça. Ah oui. Ce qui se passe dans l'émission à minuit 5. T'as oublié vite? J'oublie. C'est qu'on a eu hier soir. C'est pas surprenant. Et hier soir, oui, parce que c'est tout frais. Bon, c'est pas engueulé hier soir. Mais oui, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais pas avec toi. Je pensais hier soir, tu me parlais par rapport au Salcon. Non, je on va parler tout à l'heure. Non, mais moi, j'oublie. L'émission, c'est l'émission. Puis heureusement, parce que sinon, derrière, je vais pas te venir. Après, que ce soit dans le commentaire des matchs ou la présentation des émissions comme tu fais ou l'after, on est tous des passionnés. Bah, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'intéresse justement à ce que l'on raconte, ce que l'on voit, ce que l'on vit, et ce pourquoi aussi on fait ce métier. Parce que notre métier, c'est simplement de raconter, de faire du factuel, et de faire vivre des matchs, parce que les gens n'ont pas les images. Et qu'à la radio, la voix est importante. Ton pire truc, 2010, ils t'ont tout gâché. Ah ouais, Naïsna, ouais. J'ai l'impression que j'ai fait. Parce que toi, quand tu pars pour faire une Coupe du Monde, c'est un grand moment, il faut se préparer. C'est un gros voyage, tu quittes ta famille pour un mois, t'es là, t'arrives et ils te gâchent tout. Tu vas en Afrique du Sud, c'est une Coupe du Monde en Afrique. C'était symbolique. Espéré par tant de passionnés de football, tout à fait symbolique. Et toi, t'arrives là-dedans, tu fais du fait divers. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'à un moment, comme beaucoup, parce qu'on était à fond dedans, à un moment, je me demande si t'as pas l'impression que t'as perdu pied dans cette Coupe du Monde qui était un foutoir. Quand tu commentes le dernier match, là, je me souviens, on s'est pas mal moqué de toi à ce moment-là. On a l'impression que plus personne ne sait ce qui se passe vraiment. Quoi. On est dans... T'es déconnecté. Non, mais déconnecté. Par contre, dans la foulée du match, je passe un coup de fil à François Pesanti et je lui dis, bon, maintenant, stop. S'il te plaît, je commande des matchs. On va jusqu'à la finale avec Fabien Lefort. On y va et on fait du foot, quoi. On fait du ballon. Ce pourquoi on a envie, justement, de couvrir une Coupe du Monde. Là, on pouvait plus, quoi. Voilà, là, tu pouvais plus, quoi. Et ça commence en 2008, hein. En 2008, avec l'Euro, avec Domenech. Déjà, c'est un joyeux bordel avec les joueurs entre eux. L'histoire de Samir Nasri dans le bus qui prend la place de Thierry Henry, de Gallas qui en viennent presque commun. Mais même 2012, ça revient, tout. Ça a dû te saouler un moment, quand même. Tu ne pouvais plus vraiment être peinard. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais je pense à l'antenne demain à PSG Real, donc il faut que tu ailles.
reposer la voix. C'est juste un moment extraordinaire. J'espère qu'on vivra quelque chose de fabuleux. Et personnellement, je suis pas bon en pronostic. Je suis une buse. Mais je sais pas pourquoi. Dis rien alors. Dis rien, Jeannot. Ah bah si tu dis qu'il y a une buse en prono, si tu dis une buse et que tu dis il avait senti France-Ukraine, Jeannot. J'ai un ressenti, voilà, c'est tout. Donc le ressenti, il est peut-être meilleur que le pronostic. Oui, le soir de France-Ukraine, c'est vrai que. Enfin, de Ukraine-France. Ça veut dire que ce soir, tu te fais un pot de miel pour te préparer. Je vais me coucher. Je vous laisse. Moi, je serais curieux d'avoir un jour les petites recettes de grand-mère de Jeannot et tout pour avoir la voix, pour jamais avoir la voix qui déraille. Moi, de jaune d'œuf, de miel, mais t'as pas changé. En 30 ans, la voix est jamais partie. T'es pas changé à une époque où tu t'es dit dans le commentaire, je vais mettre. Où t'as toujours été comme ça, très. Comment dire, volubile. Ouais, ou t'as pas un moment, tu t'es pas dit, je vais me poser un peu plus. Non, je vais être plus sud-américain et tout. Comment t'as fait pour trouver le style? Il est déjà un peu sud-américain. Sud-américain. Il vient du Gers. Ok, c'est la même chose. Et ok, je sais d'où il vient. Mais la façon parfois. Je me demande si elle a évolué un peu au fil du temps. Ouais, je suis passionné par vraiment tout ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées. Donc j'ai vachement écouté les radios espagnoles, les radios catalanes, mais. Bon, j'ai écouté énormément Jeanne Sacomano, j'ai écouté pas mal de Jacques Vendroux à ses débuts, je me rappelle de Thierry Gilardi quand il fait de la radio à France Inter, et de ces gens-là, j'ai écouté attentivement leur façon de faire. Après, je me suis dit, c'est pas la peine de copier, tu vas pas y arriver à le faire, tu le feras pas correctement. Essaie de trouver ton identité. En tout cas, c'est ce que je dis à ceux qui sont dans cette maison. Tu le fais finalement assez naturellement. Pensez à être naturel et travailler sur votre propre identité, c'est l'essentiel. Jeannot, merci. Merci à vous. On se revoit dans 10 ans pour les 40 ans de maison. Dis donc, qu'est-ce que tu vas faire pour la retraite là, vu que tu fais on se revoit avant quand même. Pareil, tu vas pas le mettre à la retraite tout de suite. Oui, on se revoit dans 10 ans, toi, mais on se revoit demain. On se revoit demain avec Jeannot. Pas tous en même temps. Pour la retraite, tu médites avec ta maison d'édition? Bien sûr, évidemment. Allez, voilà. Allez, salut Jeannot, merci. À demain, 20h45 pour PSG Real, évidemment. Non, mais Pierre, c'est un anniversaire. 10 ans, non, mais à demain, Jeannot. À demain. Incroyable. Pourquoi demain? Il a dit à dans 10 ans, Jeannot. Oui, c'est un clin d'œil. Quand tu fais les 30 ans, après tu fais les 40. Non, mais l'autre, il se met à faire des clins d'œil. Mais toi, t'as délicatesse, t'as mis Jeannot à la retraite, excuse-moi. Messieurs, le Jeannot Rességuier breton, c'est Xavier Grimaud. Il est à Lorient pour Lorient-Le Havre. Salut Xavier. Salut Jean-Louis, bonsoir messieurs, très bon anniversaire Jeannot. Il est parti, laisse tomber. Il est parti, 1480. Toi, il n'y a pas matière à t'emballer dans le commentaire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Dans ces 1498 matchs, il a eu du mieux que ce Lorient-Le Havre. Heureusement pour lui, Jeannot. 1-0 quand même malgré tout. Pour sortie de Mateta. Jean-Philippe Mateta qui sort 1-0 pour Lorient. Le buteur, c'est Pierre-Yves Hamel à la 16e minute. Bel enchaînement de l'attaquant finistérien, mais sinon il n'y a pas eu grand-chose dans cette rencontre. Les meilleures occasions sont quand même pour le Lorient de Mickaël Landreau, mais ils ne se sont toujours pas mis à l'abri, les Lorientais, ces dernières semaines. Et c'est une spécialité pour les Merlus de se faire rattraper et de lâcher des points. Du coup, ils ont reculé au classement. Ils ont besoin de gagner pour revenir à un point de la 5e place, synonyme de barrage pour la montée en Ligue 1. Il reste 20 minutes à jouer au Moustoir. 1-0 toujours pour Lorient. Et il y a un match anglais, Crystal Palace mène 2-1 désormais face à Manchester United. Il y avait 1-0 à la mi-temps. Oui, il y avait 1-0 à la mi-temps. Il y a eu 2-0 à la 47e et là 2-1, réduction de l'écart donc de Manchester United. On en reparlera tout à l'heure avec Philippe Auclair. Les avis tranchés, premier avis du soir, celui de Pierre Ducrot. Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça. Ouais, mais moi j'ai pas connu les banquettes arrière avec Scorpion, quoi. Pierre, tu vas donner ton avis sur PSG Real demain. Est-ce que tu veux juste avant que je te donne quelques infos autour de la rencontre? Je suis toujours preneur. Mise en place d'Unai Emery, les infos qu'on a pu glaner, c'est notamment la présence et d'Mbappé et de Marquinhos qui se sont entraînés normalement. Pour ce qui a été travaillé, ce qui pourrait ressembler à une compo d'équipe, c'est une défense à 4 avec Thiago Silva et Marquinhos. À gauche, Kurzawa. À droite, Daniel Alves. Thiago Motta devant la défense. Rabiot, Verratti pour compléter le milieu de terrain. Mbappé, Di Maria, Cavani devant. C'est la tendance donc pour demain. Par ailleurs, il y avait plusieurs centaines de supporters du PSG à l'hôtel des Parisiens à Rueil-Malmaison pour mettre la pression et montrer que les supporters sont mobilisés. Mobilisation générale d'ailleurs, on vous l'a mis sur rmcsport.fr avec pas mal de détails pour aller chercher cette qualification. Pierre, quel est ton avis tranché du soir? Transition toute trouvée. Tu l'as dit,
tu l'as dit, c'est un match exceptionnel qui attend le PSG. C'est une mobilisation générale autour de cette rencontre. La presse joue le jeu et c'est à saluer. Tout le monde tire dans le bon sens. En tout cas, dans le sens de la qualification d'une équipe française qui ferait un exploit contre le Real. Les supporters qui étaient là cet après-midi, tu l'as dit, dès la mise au vert, qui seront là demain au Parc des Princes et ce sera le feu. On en est tous sûrs. Ça sent un peu la poudre au parc. Ça sentira un peu la poudre demain au parc. Tout ça, c'est top pour nous médias, bien sûr, pour nous passionnés de foot, pour les supporters du PSG, pour ceux qui ne sont pas supporters du PSG mais qui aiment ces gros matchs à enjeu. Mais est-ce que c'est pas un peu un jeu dangereux de tomber là-dedans pour le PSG justement? Je me suis arrêté, je me suis posé un peu la question et je me suis dit, si j'étais joueur ou si j'étais coach du Paris Saint-Germain, est-ce que je me servirais de ce contexte, de cette folie pour me motiver si j'étais joueur ou pour surmotiver mes troupes si j'étais coach? La réponse c'est non. C'est non. Parce que je pense déjà que les joueurs ont pas besoin qu'on les surmotive. Ils ont tous l'enjeu en tête. Alors pour le club. Alors pour le club, je pense. Alors attention, je parle des joueurs. Moi, je parle des joueurs et d'un coach. Oui, mais le but c'est à l'arrivée d'avoir un parc en folie, des joueurs surmotivés, galvanisés. C'est super pour avoir tout ce contexte. C'est génial. Moi, je pense que la victoire du PSG ou en tout cas la qualification du PSG, s'il y a qualification, il y a victoire, passera par autre chose qu'un match de folie. Et je vais t'expliquer. Je pense que jouer avec folie contre le Real, ça peut un peu plus servir le Real demain. C'est particulier de dire ça parce qu'effectivement il y a tout ce contexte autour, mais moi j'ai l'impression que jouer avec folie, ça va créer forcément des déséquilibres. Il y a forcément à un moment donné une projection vers l'avant qui va être démesurée si tu entames ce match et si tu continues ce match dans la folie et tout ce que ça entraîne dans ce genre de match de jouer avec folie. Ouais. Et j'ai la sensation que ça va pas être facile dans ce contexte pour le Paris Saint-Germain de jouer avec folie. Moi je pense que le PSG doit être très patient et très froid demain face au Real. PSG doit être une force tranquille. Alors je dis pas que le match va être tranquille, je dis pas que ça va être facile pour le Paris Saint-Germain, mais je pense que le PSG doit profiter d'être à domicile, non pas pour faire un match de folie avec son public et que ce soit un match avec 5 ou 6 buts, parce que je pense que si c'est un match avec 5 ou 6 buts, ça voudra dire que le Real en a mis un ou deux, et ce sera pas bon signe pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut que le PSG profite d'être à domicile pour sortir justement un peu de cette folie et emmagasiner de la force. Voilà. Être cette force tranquille, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Alors, je le répète, le match ne sera pas tranquille, le match ne sera pas facile. Éviter les petits tweets à nouveau. Ducrot pense que le PSG va se qualifier tranquillement. Non, j'évoque une force tranquille qui permettrait au Paris Saint-Germain de prendre le pas avec le ballon sur le Paris Saint-Germain. Et ça me paraît essentiel. Ouais. D'être patient. J'imagine bien un scénario avec un but à la 60, 65e, 1-0, le Real qui est dos au mur parce que s'il y a un deuxième but du PSG, parce que 2-0 t'es éliminé et que le PSG, un peu à la manière d'un rouleau compresseur, puisse passer les temps faibles en faisant le dos rond et en étant costaud, en souffrant mais sans paniquer. Ouais. Et tu sais quoi? Moi, je préférerais presque une victoire 2-0 assise, maîtrisée comme ça, qu'une victoire 4-1 dans un match de folie comme on a eu par exemple en 93. À la limite que ça me plaise, on s'en fout complètement et tout le monde s'en fout. Mais l'important pour moi, c'est que ça enverrait un autre signal que le PSG peut faire un coup ou a encore fait un coup en Coupe d'Europe. Ça enverrait un autre signal que ça. Ça enverrait le signal que le PSG maintenant à domicile va falloir aller les chercher. Parce que même en étant très costaud ou en tout cas en les battant à l'aller assez sévèrement, à domicile, c'est une forteresse imprenable et ils sont sûrs de leur force. Daniel, qu'est-ce que t'en penses? Il faut pas enflammer le match demain? C'est pas la même chose. Dans tout ce qu'a dit Pierre, il y a plein de choses. Enflammer le match, c'est ce qui va revenir aux joueurs au moment où le coup d'envoi va avoir lieu. Et là, oui, je pense que... Ou à certains moments, d'ailleurs, pas qu'au coup d'envoi, dans des temps forts, oui. Effectivement, il faut mettre une forme de folie pour remonter un score. Il faut mettre de la pression et pas simplement 20 minutes, mais longtemps. L'année dernière... l'Atlético avait fait un début de match dinguissime contre le Real. On a cru que peut-être ils allaient pouvoir les renverser parce que tu joues une équipe de classe avec des joueurs de classe, Benzema ne sorte un geste dingue. Il te crucifie. Pour finalement quasiment anéantir tout espoir et tuer le match. Je me souviens de Naples qui avait également bien démarré contre le Real et puis finalement ça avait fait feu de paille. Il va falloir l'intensité du début à la fin. Mais ça regarde les joueurs. Pour ce qui regarde
le contexte général et cette mobilisation générale, là, moi, ça me laisse un peu plus froid, tout ce qui est fait autour de ça. Moi, je crois que le haut niveau, c'est la gestion de l'émotion. C'est le terrain, surtout. Et la gestion de l'émotion, ce club ne sait pas encore faire. C'est pour ça que j'aimerais qu'ils ne sait pas faire encore. arrivent à le faire au moins Ils sur ont le pas terrain. su. Ouais, mais le club doit suivre. C'est le club qui doit donner l'exemple, qui doit faire comprendre aux joueurs. Si pour un... Alors, il n'y en a pas énormément sur les 10 dernières années. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Dans notre football, la Coupe d'Europe, c'est une petite histoire. Il n'y en a pas énormément. Mais bon, même si c'était il y a 8 ans, 8e de finale... Lyon sans star face à un Real qui était quand même le Real, ils ont quand même battu, quoi. Ça existe. Cette même année, bon, c'est vrai que ça date, hein, c'était il y a 8 ans. L'OM a fait quart de finale de Ligue des Champions sans que, tu vois, ce soit l'événement planétaire. Là, le club a décidé de faire ça. Ça prend à Paris, c'est normal, ça doit concerner les Parisiens. Je ne crois pas qu'il faut qu'il y ait mobilisation générale. Tu généralises, ta généralité, c'est ton club, ta ville et ceux qui veulent te soutenir. Tu ne vas pas forcer les gens à te soutenir. Moi, je crois que le club s'est servi de ce match pour faire une grosse communication. Non, mais d'accord, mais comme l'avait fait le Barça l'année dernière. Ou le Real au match aller, d'ailleurs. Souvenez-vous, le Real au match aller, nous avait dit qu'ils avaient déclenché... Il y a plus d'habitudes. Alors, le PSG prendra les habitudes. Ils sont en train de grandir. Peut-être que ça passera pas. Et ok, ce sera un échec évidemment pour le PSG qui va devoir revenir à nouveau, mais ils reviendront de toute façon. Ils vont revenir chaque année, ils vont tâcher de grandir. La croissance, elle existe depuis 2013. Après 5 ans, bon, tu t'es installé. Certes, je pense que ça aurait pu aller. Il y a 1 ou 2 étapes qui ont été ratées, mais on dramatise trop. Tu fais l'exploit demain, soit le tranquille 2-0, soit le 4-1 exploit de ouf, soit le. Ouais, tu fais quoi en quart? Tu fais sacrifice humain place de la Concorde? Non, mais il y a le scénario avec la défaite à l'aller et tout. Mais d'accord. Je parlais bien je me suis mis à la place des joueurs. Je parlais bien du terrain. Je parlais du club. Tout le reste, effectivement, on pourrait en parler. Ok, mais si tu le fais, c'est formidable. Mais t'es en quart. Tu vas retrouver un gros. Tu recommences à chaque fois. Tu uses trop d'énergie. Tu uses trop tes batteries dans l'émotion. T'es en train d'user trop d'émotion. S'ils font rien, est-ce qu'on leur reproche pas? Il faut le faire. Non, mais... Toi, ceux qui doivent faire, c'est d'abord les joueurs. Que les supporters, là, je parlais de ce que tu parles. Soient taquets, c'est normal, gros match. Dans le club, je parlais du club. Remonter attendu à domicile, il manquerait plus que ça. Évidemment que tu vas mettre une ambiance de feu et que les supporters doivent se préparer, tout ça. Mais tu sais, ça me fait penser à il y a 3 ans, je crois, quand en phase de poule, sur le premier match début septembre, ils battent le Barça. Oui, 3-2. Putain, la folie. 3-2. Voilà. La folie, là, il y avait même Verratti qui a mis un but de la tête. Là. La folie, et Nasser Al-Khelaifi qui dit derrière, c'est une des plus grandes victoires de l'histoire du club. Mais après, ils ont appris de ça aussi. Oui. Demain, ils apprendront peut-être aussi pour la suite. C'est pour ça que je te dis, je suis pas en train de réellement critiquer, je fais une sorte de bilan. Les étapes, mais tu peux apprendre un petit peu plus vite quand même. Là, je trouve que l'année dernière, ils n'ont pas du tout géré avec calme le 4-0. Derrière, ils n'ont pas su quoi en faire. Il y a un truc tout bête. Il faut gérer l'émotion, c'est le haut niveau, gérer l'émotion. Mais Daniel, le truc aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu de match retour à domicile aussi, ces derniers temps, dans ces fameux gros matchs. Donc c'est pour ça aussi qu'on découvre ça. C'est pour ça que moi, je parlais vraiment du terrain, parce que je pense que cette progression-là peut venir aussi du terrain. Tu dois rester calme. Tu peux mettre de la folie, je pense qu'ils doivent mettre la pression d'entrée. Est-ce qu'ils doivent faire une composition audacieuse? Pourquoi pas, plutôt que de la modifier en cours de route si ça va pas. Oui, tout ça sur le terrain, ils doivent le faire. Mais là, tout de suite, l'extrême folie, la dramatisation, l'exploit absolu. Ouais, mais ça, parce que si jamais c'est au niveau du club, comme tu le dis, au niveau des joueurs. Celui qu'on a entendu aujourd'hui, c'est Daniel Alves, qui est venu en conférence de presse. Et là, pour le coup, il y avait un côté force tranquille qui se dégageait de lui. Quand il dit, tu as eu raison, c'est très juste. Sur Neymar, on lui pose la question, l'absence de Neymar, il dit oui, soit on s'assoit, on pleure tous, soit on se lève, on fait front et on voit ce qui se passe. Dans les 5 ans qui viennent de se passer, la plus belle victoire du PSG en Coupe d'Europe, c'est le 2-2 à Stamford Bridge. C'est le match où ils sont à 10 et que Zlatan se blesse. Donc, évidemment, ça pour le coup, le côté absence de Neymar, ça je trouve qu'ils l'ont plutôt bien géré. À pas dramatiser là-dessus, tout. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Après, le côté, il y a une trop grande dramatisation. Il faut être plus calme. L'année dernière, après le 4-0, j'avais terminé mon papier en disant maintenant il faut rester calme. Parce que c'est important aussi qu'on parle de nous, ce qu'on fait aussi, et même ici dans l'after, ou pendant les matchs, etc. Tu dis, c'est bien comme ils ont géré l'absence de Neymar, la blessure de Neymar, sans trop en faire, etc. J'ai entendu maintes et maintes fois ici ou dans les émissions sur RMC, on en fait trop. Le PSG ne communique pas suffisamment, le PSG a une mauvaise communication, etc. Donc tu vois,
Quand ils font pas, il y en a beaucoup qui leur reprochent. Disons que Daniel n'était pas là, mais il y a eu une petite période de flottement. Et quand ils font, on leur reproche. Donc c'est compliqué. Hein. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, je l'avais dit ici dimanche soir. Dimanche soir avec Nico Villas. Non, il y a une différence. Je pense que la communication du Paris Saint-Germain sur la blessure de Neymar a été parfaite. Ils n'avaient pas besoin, eux, de communiquer plus. Je ne suis pas convaincu qu'elle était parfaite. Pierre a pas... Attends, il y a eu des infos du Brésil, des infos du PSG. Ça n'a pas donné l'air d'être maîtrisé, tout ça. C'est tout. C'est ça le petit problème. Après qu'elle arrive, il n'y ait pas d'infos, c'est pas grave. Après, le problème, c'est qu'autour du PSG, il y a des mecs qui veulent tellement avoir d'infos que quand ça parle pas, ils sont prêts à les inventer. Ils sont en panique de ne pas en avoir. Je suis d'accord. Et dans le même temps, rien ne dit qu'en interne, tout le monde n'est pas très calme. Sur la situation. Je pense que c'est ça va donner comme impression. Que la com soit pas bonne au PSG, ça c'est pas une nouveauté. Il faut qu'on s'arrête parce qu'on va faire la vie tranchée de Daniel dans un instant. Sur l'OM, Lorient mène toujours 1-0 face au Havre. Sur l'OM, on sera avec Romain Canuti du Phocéen, puisque Daniel, tu as fait parler la France entière et notamment la France marseillaise hier. Tu vas pouvoir répondre donc à Romain Canuti. À tout de suite dans l'after.